Merci de nous rejoindre sur Radio J, toujours en direct jusqu'à 9h. Et notre invité est venu de loin ce matin. C'est un journaliste israélien. Il fait beaucoup de choses. Il est également producteur de documentaires. David Benaïm, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors David, vous connaissez très bien la situation politique américaine. Vous avez vécu plus de 20 ans aux États-Unis. Et ça tombe bien, on va en parler. Les États-Unis, où se dérouleront dans quelques jours les élections de mi-mandat qui sont très importantes. On va parler également de ce documentaire que vous êtes en train de produire, justement, que vous êtes en train de réaliser sur les tribus juives perdues. Vous avez commencé par l'Afrique et vous allez continuer en Asie. On fera le point tout à l'heure. Mais d'abord, donc, la situation aux États-Unis, c'est ce qui fait l'actualité, les élections de mi-mandat qui doivent se dérouler le 8 novembre prochain. Alors, est-ce qu'on peut d'abord rappeler peut-être ce que sont ces élections et quels sont les enjeux de ces élections ? Les enjeux sont vraiment énormes, et pour les républicains et pour les démocrates. Il faut rappeler que c'est l'ensemble de la Chambre des représentants qui est complètement renouvelée tous les 2 ans. Donc les élus aux États-Unis sont en permanence en campagne. Non seulement on renouvelle l'ensemble de la Chambre des représentants, mais également un tiers du Sénat. Ça pourrait faire perdre ou gagner majorité en fonction dans quel camp on se trouve. Biden, s'il a réussi à gagner cette élection, ça pourra l'empêcher d'être ce qu'on appelle aux États-Unis un président canard boiteux, un lame duck. Ça veut dire que pendant les 2 ans qui va lui rester probablement de son seul et unique mandat, il a besoin d'une majorité pour pouvoir gouverner. Donc c'est pour ça que cette élection pour lui est fondamentale. Et il y a également des gouverneurs qui vont être élus ou réélus, et ça peut donner vraiment une vraie perspective à si le pays va aller plutôt dans le camp démocrate ou dans le camp républicain. Alors l'interdiction de l'avortement, il y a quelques mois, dans plusieurs États américains, avait provoqué un tollé mondial en France. Et en France, on pense même à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. En cas de victoire démocrate aux élections de mi-mandat, la première loi du Congrès devrait garantir le droit à l'avortement. Je crois que c'est un des grands sujets de ces élections aussi. C'est une des promesses de campagne. Maintenant, rien n'est garanti. Il faudrait une majorité de 60 ou 61 sénateurs aux démocrates pour pouvoir faire passer une telle loi. Ça vous montre à quel point il y a une vraie problématique aux États-Unis. C'est une problématique qui vient des législateurs. Les législateurs ne font pas leur travail. C'est la Cour suprême qui décide au final de décisions transformatrices du pays. Par exemple, dans les années 60, c'est grâce à la Cour suprême, et je dis grâce et je prends bien sûr parti, que par exemple les mariages mixtes entre noirs et blancs ont pu avoir lieu. C'est via la Cour suprême en effet que la peine de mort a été dépénalisée puis repénalisée dans les années 70. Et puis également, le mariage pour tous a été décidé par rapport à la Cour suprême. Pareil pour l'avortement. Il a été autorisé grâce à la Cour suprême et défait à travers la Cour suprême. Donc c'est vraiment... Ouais. Mais rien n'est garanti. Il faut 61 sénateurs. Il est absolument impensable que les démocrates puissent remporter 60 sièges cette fois-ci. En tout cas, Joe Biden souhaite garantir le droit à l'avortement pour les Américaines. Oui, c'est clairement... en tout cas, ça a réénergisé la politique et la campagne pour les démocrates. Je vais vous donner un exemple. Il y a une campagne en Géorgie, une sénatoriale, avec Herschel Walker, qui est un candidat qui est un fervent conservateur, est un bébé Trump, comme on dit. Ça veut dire que c'est vraiment un soutien de Donald Trump. Et ça, son passé le rattrape. Il y a plusieurs femmes qui ont été dire qu'il leur avait demandé à avorter. Et lui, il s'est présenté comme quelqu'un extrêmement fervent contre l'avortement. Ça le rattrape. Il est probable qu'il ne l'emporte pas à cause de ça. Il y a d'autres courses comme ça qui sont vraiment observées. Ouais. L'une autre, c'est Dr Oz, qui est une star de la télé américaine en Pennsylvanie. Si lui l'emporte ou ne l'emporte pas, ça peut aussi coûter cher à Donald Trump. Et Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a un avenir exceptionnel pour le Parti républicain, qui pourrait ne pas l'emporter en Floride, ça serait très grave pour Donald Trump. Alors pourtant, 26% des Américains citent l'économie comme principale préoccupation, 18% de l'inflation, loin devant l'avortement, seulement à 5%. Selon une enquête publiée cette semaine par l'Institut Siena avec le New York Times, les inégalités, la pauvreté continuent d'augmenter aux États-Unis et sont d'ailleurs à leur plus haut niveau depuis les années 1950. Est-ce qu'il y a des États qui sont particulièrement touchés par cette pauvreté, David ? D'abord, Ilana, les Américains votent toujours avec leur portefeuille. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui va ne rien changer. Il faut aussi ne pas oublier, et souvent on ne se rend pas compte des 2 dernières années que les Américains viennent de subir, la post-corona a été terrible pour eux, et pourtant, il y a des lois qui ont été votées, notamment l'annulation de la dette étudiante pour des millions et des millions d'Américains qui en avaient vraiment besoin. Ça va permettre aux démocrates d'avoir un certain avantage. Et donc, comme je vous disais, ils votent avec leur portefeuille. Il y a une vraie, il y a un pan de l'Amérique qui est extrêmement pauvre, et ça se constate. On peut aller dans les rues de Los Angeles et on voit que les étudiants, par exemple, décident de ne pas prendre de logement et de vivre dans leur voiture. Il y a des
un peu moins de 200 000 étudiants qui vivent dans leur voiture dans toute la Californie. C'est une catastrophe. Dans les rues de New York, on voit des sans-abri dans des quartiers d'affaires qui sont en train ça pousse, entre guillemets. Ça devient vraiment très grave. On a l'impression, parce que les chiffres du chômage sont extrêmement bas, mais la précarité aux États-Unis, c'est vraiment une affaire qui va s'empirer au fur et à mesure. Il y a de l'emploi, mais il y a aucune assurance sociale, il y a aucune assistance sociale, il y a aucune assistance médicale. C'est une catastrophe. Alors, au-delà de l'économie, et on va en parler, c'est aussi ce qui nous intéresse sur Radio J, ces importantes fractures en Amérique, un pays profondément divisé. Le mouvement Black Lives Matter a secoué le pays, notamment après la mort de George Floyd, c'était en 2020. Puis il y a eu toutes ces violences policières dont on a beaucoup entendu parler, violences extrêmes qui ont mené à plusieurs manifestations. Certains estiment que ce sont les années Trump, les années où Donald Trump a gouverné, qui ont favorisé ces violences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les années Trump ont clairement libéré une parole raciste. L'Amérique anxiogène s'est vraiment révélée au début des années 2000, au moment de l'élection entre Bush et Gore, mais elle a été effacée par le 11 septembre. Il y a une sorte d'unité nationale qui est revenue et qui a un petit peu effacé ça. Mais depuis, il y a eu vraiment une création d'illusions. Mais c'est vrai que ça s'est ensuite empiré pendant les années Obama. Il y a eu Ces violences étaient déjà là avant Trump. Elles étaient là avant Trump, mais elles ont été révélées vraiment de manière libérée sous Trump. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai pu constater, que j'ai vraiment vécu. Et pas seulement dans la société, également du point de vue médiatique. Il n'y a pas une émission de télé où on n'avait pas un écran coupé en 2 ou en 4 avec des gens qui s'engueulent, et c'est devenu l'ADN du pays. Et ça, c'est vraiment une problématique. Je ne crois pas que Black Lives Matter était tant que ça un révélateur. C'était une conséquence, une sorte de ras-le-bol. Il y avait la crise Covid qui était là. Donc Floyd, ça faisait des années qu'on parlait de Black Lives Matter. Ça s'est juste révélé pendant ce moment-là. Parce que certains disent qu'il y a un racisme systémique aux États-Unis. Est-ce que c'est le cas véritablement ? Oui, il y a un racisme systémique dans la police. Il y a une manière de transmettre. Oui, bien sûr qu'il y a une ADN raciste. Ils n'ont pas résolu leur problème d'esclavage et il n'y a pas de rétribution par rapport. Oui, bien sûr qu'il y a un vrai problème aux États-Unis. Et que dire de l'antisémitisme aux États-Unis ? La parole antisémite s'est libérée. Selon l'Anti-Defamation League, le nombre d'incidents anti-juifs enregistrés dans le pays ont atteint un record historique en 2021. 2717 actes anti-juifs, une augmentation de 34% par rapport à 2020. Et on attend, je crois, encore les chiffres de 2022. Alors, qu'en est-il exactement ? On sait qu'à New York, on a vu ces images de vidéosurveillance de juifs qui se faisaient battre. C'est quotidien. C'est quotidien. Ouais. On parle de chiffres 34, 60. La réalité, c'est que si je regarde les 10 derniers jours qui viennent de se passer, il y a des sous-cotes qui ont été détruites. Il y a un centre communautaire qui a été brûlé. Des croix gammées, mais on ne peut plus les compter tellement il y en a dans les métros, dans les centres communautaires, dans les campus. Il y a eu Berkeley, un camion qui s'est baladé avec un grand Hitler qui a été tagué sur le. On est dans une situation où c'est devenu, c'est vraiment une catastrophe. Et je peux vous dire, l'une des problématiques principales, c'est que ça ne préoccupe au final que les Juifs américains. Cette semaine, il y a encore une mannequin qui a encore dit sur les réseaux sociaux, qui a 2,5 millions de followers, que les Juifs, c'était dans le Colorado. Elle s'appelle, je peux vous retrouver le nom, Carmen Ortega. Elle a dit que c'était encore les Juifs qui possèdent les banques et les médias. Ce genre de message, ce genre de transmission auprès de ses followers, comme le fait Bella Hadid, comme le fait Kanye West, c'est extrêmement grave et ça pénètre dans les esprits, ça continue de pénétrer dans les esprits. La vraie problématique, c'est que ça n'importe que les Juifs. Il n'y a que les Juifs qui vont aller manifester. On vit dans un monde, dans un enfermement algorithmique, je le répète en permanence, où on a l'impression que ça pullule et que les gens en parlent. En fait, ça ne parle que dans les différents milieux. Quand j'ai couvert l'attaque à Orlando contre le club gay en 2019, c'était uniquement la communauté gay qui a été émue. Au moment de Pittsburgh et de l'assassinat de la synagogue Tree of Life par un suprémaciste blanc qui se revendiquait en l'occurrence des idées de Trump, ce n'est que la communauté juive qui a été émue. J'ai pas vu un seul Américain dans la rue. Il y a eu à la une du Pittsburgh Gazette un Kaddish, It Gadal Vikadesh en hébreu, c'était très émouvant, mais il n'y a pas eu il y a pas de millions d'Américains qui sont descendus dans la rue. Pas une seule fois. C'est un peu comme ce qui se passe en France finalement. C'est un peu comme, c'est pire que ce qui se passe en France parce que c'est hyper communautarisé. Et vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez de Bella Hadid notamment, cette mannequin justement palestinienne par son père, justement qui a proféré des déclarations anti-israéliennes
anti-israélienne sur les réseaux. La haine anti-juive frappe aussi la jeunesse. Les campus universitaires en Californie, des étudiants de la faculté de droit ont démarré l'année universitaire, notamment, on l'apprenait, en excluant leurs intervenants qui soutiennent, je cite, le sionisme, l'état d'apartheid d'Israël et l'occupation de la Palestine. Alors ça, l'antisionisme, ça fait aussi partie de ce nouvel antisémitisme qu'on voit aux États-Unis. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur les campus américains et que je me rends compte à quel point il y a eu une volonté de réunir toutes les différentes minorités sous la bannière du BDS, qu'il y a un vrai travail qui a été fait par les mouvements pro-palestiniens qui ont réussi à réunir les Amérindiens, les LGBT, les Afro-Américains, les Latinos, etc. Toutes les minorités qui sont réunies derrière cette bannière-là de victimisation. Et pendant ce temps-là, les Juifs américains continuaient de clamer qu'ils étaient uniquement une religion et ont oublié le fait que c'était une véritable nation, un peuple qui avait une volonté de décoloniser le lieu d'où on venait, la Judée, et au lieu de ça, continuer à entretenir le fait qu'on ne soit qu'une religion. Et reléguer au rang de religion, ça permet aux détracteurs d'Israël et aux Juifs et des Juifs de continuer cette manière de parler du peuple juif en étant uniquement une religion. Et donc sur les campus, ça s'est ressenti. Quand on parle uniquement des tomates cerises et de Waze et qu'on oublie de se rappeler de qui on est et d'où l'on vient et de l'exprimer de telle manière, c'est les conséquences qu'on subit. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont désarmés. Et l'autre problématique, c'est que ça a infecté le milieu universitaire du point de vue des professeurs, des étudiants, des administratifs, et qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont devenus des élus. C'est eux qui se présentent dans les mairies, c'est eux qui se présentent au Congrès, c'est eux qui se présentent au Sénat. Et donc, il y a une vraie transformation et d'influence. Et donc, en effet, on parle de wokisme, on parle de gauche. Non, c'est pas uniquement ça. C'est toute la société américaine qui est aujourd'hui éduquée de telle manière qu'ils ont l'impression et le sentiment, parce que les Juifs américains le pensent aussi, que juif égale religion et que c'est plus cette nation juive qu'il faut défendre. Eh bien, on a parlé de la situation aux États-Unis. Il nous reste peu de temps et je voulais parler d'un autre sujet. En tout cas, ces élections de mi-mandat aux États-Unis, on continuera à suivre, bien sûr, tout cela. Imprévisible pour Joe Biden et le camp des démocrates. Elles auront lieu le 8 novembre. Alors, pour terminer, peut-être qu'on a le temps, David. Moi, je voulais parler de ce documentaire aussi que vous produisez, ce documentaire We Were Never Lost, projet que vous portez depuis maintenant, je crois, un petit peu plus de Je retiendrai de votre 2 ans. accent. Voilà. Une série d'épisodes sur ces tribus juives perdues dans des territoires souvent reculés du monde, et vous avez commencé par l'Afrique. Alors pourquoi ce documentaire ? Comment est venue cette idée ? Justement, ça s'appelle We Were Never Lost. On parle des tribus d'Israël et en fait, on dit qu'elles sont jamais perdues. Elles étaient perdues de notre conscience, mais au final, ça revient à ce qu'on vient de parler sur la nation juive et sur le fait qu'on est un peuple. La meilleure manière de pouvoir permettre aux Juifs américains, aux Noirs américains de se réunir et de se retrouver, c'est de comprendre qu'en fait, juif, ça ne vient pas que d'une seule couleur et qu'on a depuis des milliers d'années, on ne cesse de répéter dans toutes les prières du matin, de l'après-midi et du soir que on sera dans des temps messianiques, et c'est pas une question de religion, c'est aussi une question de peuple, encore une fois, et de nation, un moment où on arrivera à réunir les 10 tribus d'Israël, et cette réunification aujourd'hui que ces gens-là sont en train de nous chercher, il faut absolument ouvrir nos portes. Et donc on a été en Afrique et on continue notre voyage, et on ira aussi voir les Bnei Anussim en Amérique latine, on ira en Asie voir les Bnei Menaché. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Et ces épisodes seront diffusés sur une plateforme de streaming. Sur une plateforme de streaming bien connue. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, on n'a pas le temps, malheureusement, de détailler davantage. Mais en tout cas, merci beaucoup, David Benaïm, d'avoir été avec nous ce matin. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actif, notamment sur Benaïm sur Twitter, absolument. Merci beaucoup, David, et à très bientôt. Tout de suite, la chronique de Gilles Pudlowski.